Concordia est l'une des seules stations sur le continent antarctique à hiverner. Une équipe d'une dizaine de personnes reste confinée pendant 9 mois sans contact possible avec le monde extérieur. La base est autonome en électricité, en eau, en nourriture, afin de maintenir la station en bon fonctionnement, car les expériences scientifiques continuent de mesurer. Quelle est l'organisation et la logistique en amont pour que cet isolement se passe au mieux? Dans ce dernier épisode de l'Antarctique, les habitants vous montreront comment la vie est rendue possible sur ce continent inhospitalier. Tout d'abord, comment arrive-t-on à Concordia? Le départ se fait depuis la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. On prend un avion spécial ou un bateau brise-glace pour arriver sur la côte du continent. Ce n'est pas très confortable, il y a plein de matériel dans le fond de l'avion, mais c'est une belle approche aérienne pour apercevoir les premières montagnes englacées. On atterrit sur la banquise, puis on repart quasi direct dans un plus petit avion à hélice. Il n'est pas pressurisé, donc on a mal à la tête et il commence à faire froid. On s'envole ainsi des kilomètres de glace où il n'y a absolument rien. De la glace à perte de vue. On arrive enfin devant les 2 tours de la station où les gens et surtout le matériel est déchargé. En partie des vivres, du matériel scientifique, de réparation, tout le nécessaire à la vie en milieu isolé. On optimise les vols pour faire repartir d'autres équipes qui viennent de passer les derniers mois dans la station, assurant une rotation du personnel. A noter que les avions ont des skis pour se poser sur la glace et qu'on doit préchauffer les moteurs avant de les refaire décoller. Mais ce n'est pas le seul moyen d'arriver à Concordia. Le principal du matériel arrive par voie terrestre, par ce qu'on appelle le raid. C'est une caravane de véhicules hyper résistants qui parcourt le chemin sur la glace pendant 2 semaines dans des conditions éprouvantes. Ce sont parmi les derniers à vivre la grande aventure polaire. Ils voyageront dans un minimum de confort, roulant dans ces tracteurs et dormant dans les caravanes. Ils amènent notamment le fuel, qui est la source d'énergie la plus pratique à cette température. On le critique souvent, mais il n'y a pas d'autre forme d'énergie exploitable à cet endroit. Solaire, il n'y en a pas les 6 mois d'hiver, et les batteries supportent mal les très basses températures. Éolien, il n'y a pas beaucoup de vent en haut du plateau. Une pile nucléaire, c'est interdit par le traité de l'Antarctique. La géothermie, il y a 3 km de glace sous nos pieds. Il reste malheureusement les énergies fossiles qu'on peut facilement transporter et stocker. Toutefois, la base se modernise avec l'ajout de chauffage solaire ou de petits panneaux photoélectriques. C'est surtout valable l'été quand il y a beaucoup de soleil et que le nombre de personnes est plus important que l'hiver. Et des projets de plus grands panneaux photovoltaïques sont en cours pour complémenter les besoins de la base et ralentir la consommation de fuel. Pour finir sur les énergies, allons voir la production d'électricité. Donc là on est à la centrale électrique de Concordia. Donc dans cette centrale on a 3 groupes électrogènes. Chaque groupe électrogène peut fournir environ 150 kW, sachant que la consommation de la base c'est en moyenne 110 kW. Ces groupes électrogènes ils sont alimentés par le gasoil qui est stocké à l'extérieur dans des cuves qui sont réchauffées à moins 20 degrés. Donc à Concordia, c'est vraiment très important qu'on ne se retrouve jamais sans électricité. Le problème, c'est pas de se retrouver dans le noir, mais c'est que quand on n'a plus d'électricité, les pompes ne fonctionnent plus pour faire circuler l'eau. Et si l'eau ne circule plus, elle va geler en quelques minutes. Là, aujourd'hui, la température, elle est relativement clémente, c'est moins 43, moins 45 degrés. Mais en hiver, à moins 70 degrés, le gel, il vient très rapidement. On récupère l'eau de refroidissement des groupes électrogènes pour faire de la chaleur. Cette chaleur, on va l'utiliser pour 2 applications principales. Donc la première application, ça va être réchauffer toute la base. Et la deuxième application, ça va être de faire fondre la neige pour produire de l'eau douce. Cette eau potable sert à la cuisine, pour boire,
et aussi pour prendre des douches. L'eau est chaude, ça va. Ah, c'est bien. Par contre, interdiction de pisser dedans car l'eau est recyclée. Je vais t'expliquer un peu le procédé de traitement des eaux grises de la station Concordia. Donc c'est un procédé en fait qui est issu de la recherche spatiale. Il a été au départ développé pour le traitement des eaux de douche et de condensation, pour le voyage sur Mars, donc pour retraiter les eaux, et surtout pour respecter le traité de l'Antarctique, ne pas rejeter les eaux, ne rien rejeter sur la banquise. Où là, on va enlever tout ce qui est bactéries, virus et matière en suspension. Donc c'est vraiment des étages de finition, où on va utiliser des membranes d'osmose inverse, c'est-à-dire qui normalement laissent passer que de l'eau. Et cette eau est renvoyée dans les circuits de la base, dans tout ce qui est douche, lavabo, etc. Donc qui est une eau qui peut être consommée également. Ensuite, les contraintes spécifiques que tu as, c'est les contraintes inhérentes en milieu, quoi. Donc la température, le fait que tu es en milieu confiné avec des équipes que tu quittes jamais. Donc ça également, ça change un peu la donne dans la gestion d'équipe. Puis il y a beaucoup de spécialités différentes. Donc basiquement, mécanique, plomberie, élec, manute, menuiserie. Eh ben, on utilise le bois ici parce que c'est un matériau qui ne bouge pas. Une fois arrivé ici, il sèche et il ne bouge pas du tout. Il n'y a pas de phénomène de dilatation comme le métal, comme on a pu le faire auparavant. Je me suis rendu compte que le bois, en fait, ici, c'est pas mal. Comme le taux d'hygrométrie, il ne bouge pas. Le bois bouge pas, une fois installé, il bouge pas. Donc c'est facile à fabriquer, c'est facile à usiner plutôt. Là, je viens de me réveiller, je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. Vous allez vous moquer de moi, mais je crois que j'ai attrapé froid. Ah mais non, mais après, sans rire, en fait, il suffit qu'une seule personne ramène un virus, une bactérie, n'importe quoi, et comme c'est un milieu hyper isolé ici, tout le monde tombe malade. C'est inévitable. I am in charge of all the people of the station. Despite we have really many devices, drugs, and so on. Anyway, this is a station in the middle of the ice, so it's not an hospital, a real hospital. Yeah. Il y a quand même de quoi opérer une appendicite, enlever une dent, réaliser des opérations d'urgence s'il n'y a pas le choix. Tout est congelé ou quasi. J'ai des containers, j'ai 5 containers dehors. Parce qu'entre février et novembre, on n'a rien. On n'a pas d'avion, pas de bateau, pas d'hélicoptère, pas de raid. Donc du coup, il faut tout conserver, mettre sous vide, faire des conserves et congeler. C'est un peu plus difficile aussi au niveau par rapport à l'altitude parce que l'eau bout à 88 degrés. Donc du riz, ça cuit 11 minutes, sinon ici ça cuit 22 minutes. Là on est en train d'aider Elisa à faire des provisions pour urgence pour cet hiver, au cas où si la base elle brûle, il y a problème. Ils ont un conteneur en plus, plein de nourriture assez variée pour après survivre dans le camp d'été. Il n'y a que des conserves, que du stock, que du sec pour être conservé. Au cas où il y aurait un incendie, il y a aussi des sorties d'évacuation d'urgence. On fait régulièrement des entraînements à travers ce qu'on appelle une chaussette, une sorte de toboggan qui vous amène du 3e étage au bas de la tour en quelques secondes. De graves accidents, il n'y en a jamais eu pour le moment, notamment grâce à toutes ces préparations. Et voici Célas qui s'apprête à passer l'hiver à Concordia. Je suis l'électroscience de la base, donc plus ou moins l'électronicien. Je m'occupe du programme de sismologie, de géomagnétisme, de quelques programmes de physique de l'atmosphère et d'un programme qui s'appelle ASTEP qui est de l'astronomie. En hiver, du coup, je vais rester ici avec 11 autres personnes. Mais non, la nourriture, l'enfermement, l'isolement avec les gens, je pense que je suis pas inquiet. Je suis pas trop inquiet. Pourquoi t'as voulu faire ça, cet hivernage et à Concordia aussi? Je crois qu'il y a un petit côté vouloir vivre un truc un peu extrême. Je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et retour d'expérience de Thibaut qui a passé 14 mois dans la station. On a bien profité, on a beaucoup travaillé. On a bien profité de la nuit, de la grande nuit, oui, des belles photos, belles vidéos de la Voie lactée. Comment tu anticipes le retour à la civilisation? Rester quelques semaines en Tasmanie, profiter de rencontrer des gens, tout ça, avant de retourner en Europe
et éventuellement se présenter pour un autre hivernage. Moi je suis ici pour mon doctorat. Je travaille sur les cycles climatiques et hydrologiques dans le passé à partir de la glace d'Antarctique. D'où ma venue sur le terrain pour découper des échantillons de glace et les ramener plus tard en France et les analyser. Le site de Dôme C où je suis est exceptionnel car il y a plus de 3000 mètres de glace sous nos pieds. Et comme la neige s'accumule au fur et à mesure, chaque couche correspond à une année, ce qui nous fait remonter à 800 000 ans dans notre cas, bien avant que l'Homo erectus maîtrise le feu. À quoi peut bien servir cette glace? Et dans les molécules d'eau fossiles, certains atomes élémentaires ont des différences de poids infimes. Et avec ces anomalies, on peut retrouver la température de l'époque. Plus concrètement, la molécule d'eau est en partie constituée d'atomes d'oxygène. Il en existe 3 formes stables, l'oxygène 16, l'oxygène 17 et l'oxygène 18. À chaque fois, on a rajouté un neutron, donc de la masse. Ces atomes sont pareils, juste un peu plus lourds, ce sont des isotopes. Lorsqu'un petit nuage de vapeur d'eau se déplace des basses latitudes vers l'Antarctique, il va se refroidir. Comme l'air froid peut contenir moins d'humidité que l'air chaud, l'eau du nuage va condenser pendant le voyage et il va pleuvoir. Seulement, ce sont les isotopes lourds de l'eau qui vont tomber préférentiellement, à cause des énergies de liaison plus fortes. Donc plus il fait froid, et moins il y a d'isotopes lourds dans le petit nuage. De ce qu'il en reste, on définit alors un rapport d'isotopes lourds, légers, qui va se conserver dans la glace d'Antarctique. Plus tard, des foreurs viennent extraire ce qu'on appelle une carotte de glace pour que des scientifiques puissent réaliser toutes sortes d'analyses. Ces courbes représentent les cycles de glaciation-déglaciation occurrant tous les 100 000 ans, selon des forçages astronomiques. Aujourd'hui, on a explosé les records de concentration de CO2 et en conséquence, les températures vont continuer d'augmenter alors que selon le forçage naturel, ça ne devrait pas. Maintenant, je vais vous montrer le forage de glace, puis ce que je fais au quotidien. Je vous présente ici la tente où s'est déroulé le forage d'Epica. European Project for Ice Coring Antarctica. Et c'est juste là qu'ils ont fait un trou de plus de 3 km sous la glace. Là, à cet endroit, il y a le trou de forage. Moins 55. C'est froid ici. Le trou qui fait 3 km de profondeur. Ah, je crois qu'il y a un écho. Ça se trouve, il y a des aliens qui vivent sous la glace qui m'ont entendu. Ils vont venir nous chercher. Attention, ils remontent. Et tous les jours, on prend la motoneige avec Greg pour aller dans la cave Epica. Radio pour Jacob. Et I go in the Turbocider. Le Turbocider, c'est une cave enterrée à 6 mètres sous la neige, où la glace de forage est conservée toute l'année. Un énorme congèle qui reste à température constante. Avant d'accéder à mon lieu de travail, il faut que les équipes techniques dégagent l'entrée, car de la neige s'accumule chaque année, enterrant peu à peu les bâtiments. Je travaille donc toute la journée dans la chambre froide, qui comme son nom l'indique, il y fait presque moins 50. Au début c'est assez marrant, les cils qui gèlent, la fumée qu'on produit en respirant, mais après c'est moins drôle. J'ai des gants chauffants que j'ajoute à 2 autres couches de gants pour ne pas avoir trop froid, et c'est parti. Voici les gestes que je vais répéter toute la journée. Le travail est un petit peu répétitif, donc en fait ici j'ai un casque de musique et j'écoute des livres audio. Là je suis en train d'écouter Edward Abbey, Désert solitaire. Donc c'est l'histoire d'un ranger qui raconte ses histoires dans un parc national. Et comme dit le titre, il est dans un désert et en ce moment là il est en train de crever de chaud, alors que moi là je suis en train de crever de froid. C'est qu'on pense.
Ok, c'est la mouise, la scie vient de se casser à cause du froid. Va falloir la réparer, donc à se rappeler que les machines, elles aiment pas quand il fait moins 50. Et là, je suis en train de rajouter un cordon électrique chauffant pour garder la scie au chaud et éviter qu'elle pète. Avec un petit peu d'aide et de connaissances, on arrive toujours à bricoler des trucs. En général, je tiens 45 minutes à cette température, puis je me réfugie dans la tente du workshop où je me précipite sur le poêle pour me réchauffer les mains et le reste du corps à la chaleur des flammes. C'est ici le repère des glaciologues, où on fait des pauses de temps en temps en prenant un café ou un biscuit pour nous raviver. En fait, on croit qu'avec le froid, le corps va s'endurer, on va avoir moins froid, et c'est tout le contraire. Le sang ne passe plus, c'est pour ça qu'on a cette sensation de froid, parce que le sang chaud ne parvient plus jusqu'au bout des doigts. Et en fait, à force de toujours se geler les doigts, à toujours avoir mal, en fait, le sang ne viendra plus jamais, et en fait, on perd une sorte de sensibilité aux doigts. Là, mon doigt, je le sens plus en fait. Toutes mes extrémités, je les sens plus. Plus ça va aller, moins je vais sentir, et plus je vais avoir mal. Et on raconte que c'est Claude Lorius qui, ayant mis un bout de glace forée dans son whisky, qui a pu observer des bulles de gaz s'échapper de son whisky. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'analyser ces bulles de gaz, car ce sont des reliques de la composition atmosphérique d'il y a plusieurs milliers d'années. Allez, santé! Ça va trop l'effet. Maintenant, on va passer au reste des équipes de recherche et on va commencer par l'astronomie. D'essayer de se focaliser sur les planètes qui sont autour d'étoiles assez brillantes pour pouvoir trouver celles qui pourraient ressembler à la Terre. Ensuite, avec d'autres moyens, voir s'il y a de la vie, s'il y a de l'atmosphère, s'il y a de la vie. Ok. Donc nous, en fait, quand on travaille avec un satellite qui détecte des planètes, et nous on va les suivre, parce qu'on peut les suivre 24 heures sur 24 pendant l'hiver. Je viens de tourner la surface de la neige face à des lasers qui sont installés ici dessous. Ça mesure la réflectance de la surface de la neige. Et avec cette réflectance, c'est directement lié à la taille et la forme des grains de neige. Et c'est cette variable qui est intégrée dans nos modèles pour mesurer, pour simuler l'albédo. L'albédo, c'est ce qui traduit en fait l'énergie solaire réfléchie. Cette variable, elle va nous aider à mieux comprendre le bilan d'énergie, le bilan radiatif en fait de surface. Et ce bilan radiatif, c'est directement ce qui est intégré dans les modèles plus gros des modèles climatiques pour avoir une idée de la fonte de la calotte antarctique et l'élévation des mers. Et le but final avec nos modèles qu'on valide ici, c'est d'utiliser ensuite uniquement les observations satellitaires pour pouvoir modéliser l'albédo et faire des prédictions à long terme. Direction météorologie, où ils envoient des sondes dans l'atmosphère à l'aide d'un ballon gonflé d'hélium. On obtient les conditions atmosphériques et on peut par exemple retracer l'évolution de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. If you want, we can do a photo with you. Yeah? Then it's time to say goodbye, say goodbye. I think this is an age where we are getting more and more into space. This is quite cool, but if we want to go to places like the moon or Mars, so we get exposed to all kinds of stressors that you have in space. Concordia in that sense is also quite interesting because it's a place that really mimics how it would be to live on another planet. It's an extreme environment, you're isolated and confined, you have difficulty sleeping because the day-night cycle is different. Like I said, it's very monotonous here, there's no nature outside, you know, your family is away, your work is different, your private life is different. There's a lot of stressors, so to say, that are interesting because they mimic space, and that's why we do research in a place like this. Okay. Yeah. Et d'autres équipes s'intéressent à la déformation de la neige de surface. Et imaginez-vous à leur place, seuls au milieu de rien, à creuser de la neige pour leur propre recherche. Il faut être déterminé et passionné par son travail. Le projet Ice Memory, il consiste à aller prélever 3 carottes sur des glaciers qui sont en danger du fait du réchauffement climatique. Et sur ces 3 carottes, 2 seront sanctuarisées en Antarctique,
pour les générations futures, avec des chercheurs qui auront des méthodes qui seront plus optimisées qu'aujourd'hui. Et puis une autre carotte qu'on va analyser avec les méthodes qu'on a aujourd'hui dans les laboratoires, très utile pour sensibiliser les gens, des plus jeunes aux plus vieux, justement au danger du réchauffement climatique. Donc voilà, ici il fait moins 54 degrés, c'est la température stable annuelle, on est à moins 12 mètres sur la glace. Moins 12 là? Ouais, moins 13. C'est qu'en fait c'est un des 2 seuls observatoires sismo à l'intérieur du continent antarctique. Voilà, voilà. Bon, on va remonter parce que c'est pas le tout, mais on commence à se les geler. Hein. Ouais, j'ai mal au doigt là. Ouais, moi j'ai mal au doigt, j'ai les pieds aussi qui commencent à être froids, il faut que j'aille me réchauffer. This is the American Tower. It's a structure 45 meter high. Here we have many instruments to take measurement about temperature, humidity, about the pressure. If you want, we can go up. Today the weather is very good, not windy, it's sunny, but we have to go on the tower also during the winter when it's really hard because the temperature here reach minus 70, minus 80, it's completely dark, and when we have wind also the tower go this way. So it's a bit scared to stay there. Il y a donc plein de chercheurs qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et ce ne serait jamais possible sans la logistique et l'aide des techniciens qui font tourner la station en permanence. Et bienvenue en Antarctique. Putain, elle est toute gelée. Aïe! Alors, petite mise au point géographique. Contrairement au pôle Nord, qui est une mer entourée de continents, le pôle Sud est un véritable continent fait de roches sur lequel repose une énorme calotte de glace, d'une épaisseur allant jusqu'à 4800 mètres. D'une taille supérieure à l'Europe, c'est l'une des dernières terres encore inexplorées par l'homme. Et pour cause, plus de 99% du continent est recouvert de glace. Et depuis 1961, l'Antarctique est également déclarée comme terre de pêche et de science. Les conditions extrêmes empêchent toute civilisation de s'y implanter. On y trouve des températures records mondiales frisant les moins 90 degrés, des vents qui soufflent à plus de 320 km/h et une sécheresse plus aride que le Sahara lui-même. Car même si on marche sur de la glace, il n'y a que 2 à 3 cm de précipitations par an. Cette glace, elle représente plus de 80% de l'eau douce du monde. Et si elle fondait complètement, le niveau des mers augmenterait de 60 mètres, engloutissant de nombreuses villes côtières. Sous la glace, il y a des collines, des vallées, des lacs liquides et des montagnes de plus de 4000 mètres d'altitude, dont le sommet dépasse à peine de la glace. Pour découvrir ce continent blanc, il faut parcourir plus de 17 000 km depuis la France, faire le tour du globe pour accéder aux terres australes françaises, l'Adélie, un territoire revendiqué par les Français au XXIe siècle. Nous y avons 2 stations, dont l'une sur la côte nommée Dumont-d'Urville étudie principalement la biologie. Et si vous croyez reconnaître un pingouin sur cette photo, c'est que vous avez faux. Dans l'hémisphère sud, ce sont des manchots. Souvenez-vous du film La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet. Et il n'y a pas non plus d'ours blanc. En fait, il n'y a quasiment pas de vie sur le continent. Sur le plateau intérieur, pas même une bactérie ne survit. Ce sont les conditions les plus dures trouvées à la surface de notre planète. Pourtant, il y a bien quelques hommes présents. Par exemple dans la station Concordia, à plus de 1000 km des côtes, 3200 mètres d'altitude, en plein milieu d'un grand désert glacé. Et on va voir ensemble comment se passe la vie dans ce milieu isolé. J'ai pas passé une très bonne nuit. Je me réveille environ toutes les heures. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le décalage horaire, il y a aussi le fait qu'il fasse jour tout le temps. C'est assez perturbant. Autrement, j'ai vachement mal à la tête. Ça parce qu'on est à l'équivalent de 4000 mètres d'altitude. Respirer, c'est assez difficile. Je me sens pas très bien et j'espère que ça va passer dans les prochains jours. Mais rien de mieux qu'un petit froid pour se vivifier l'esprit. Alors, on m'a donné 2 gros sacs d'équipement pour le froid. On va les ouvrir, faire un petit unboxing pour voir ce qu'il y a dedans. Une grosse combinaison anti-froid en duvet.
Une autre veste anti-froid pour l'extérieur, avec un pantalon salopette. Des bottes qui résistent à moins 50 degrés. Un autre isolant pour les chaussures. Des charentaises que je vais mettre maintenant. Petite veste en mérinos. Bonnet, un pull, tour de cou, pantalon en mérinos, un masque, une polaire de l'Institut polaire français, un pantalon de travail, plein de chaussettes, une cagoule, des gants, des gants, des gants et des gants. Encore d'autres gants, d'autres chaussettes, des lunettes stylées, crème solaire et baume à lèvres. Un truc trop bien, c'est qu'on peut tout garder les équipements, tout à part justement les chaussures et la combinaison. Comme ça, j'ai déjà toutes mes affaires pour le ski. Vous présentez Concordia. Ce sont 2 tours qui sont surmontées sur des pilotis. Et on y entre par la passerelle centrale. L'entrée principale est ici. Une porte bien isolée. Ici c'est le couloir où en fait on met tous les vêtements quand on sort ou quand on rentre. Et au premier étage, on a même une salle de sport. Mais c'est interdit de l'utiliser la première semaine, sinon on peut se faire des œdèmes pulmonaires. Et ici c'est la salle, le salon on va dire, où il y a des jeux, les gens relisent des BD, il y a une bibliothèque, où on discute, on prend le café, on se détend après la journée, après le repas. On était donc à la tour bruyante, on va passer maintenant à la tour calme, de l'autre côté du couloir. On a ici la salle informatique, où en fait on a 2 ordinateurs qui sont à disposition. Le débit est vraiment très très faible, un peu comme les années 90 en gros. On peut parler de vidéos sur YouTube, rien du tout, juste consulter ses mails, et c'est déjà pas mal. Et on passe aux chambres à l'étage. On va pas faire trop de bruit, mais en gros c'est là où il y a toutes les chambres. Alors voilà ce qui se passe quand on laisse une chaussette sécher dehors. Mais il y a aussi des saisonniers d'été, dont j'en fais partie, qui dorment à l'extérieur de la base, donc par exemple dans ces tentes chauffées, où il y a en fait juste le minimum de confort avec 8 lits, un poêle brûlant et des bonnes couettes. Et de retour à l'intérieur de la station, là les bureaux sont chauffés pour le matériel et aussi pour nous, pour travailler à l'aide sur nos recherches et nos données d'acquisition. Et tout en haut, c'est la tour de contrôle qui supervise tous les déplacements et la communication avec le monde extérieur. Il y a un truc qui est super chiant dans la station, c'est qu'en fait, comme l'air est super sec, on accumule toute l'électricité statique et à chaque fois qu'on touche un élément conducteur, comme du métal, on se prend une châtaigne. Le rythme de vie est assez cool parce qu'on prend le petit déjeuner entre 7 et 8 heures, puis après on a une réunion technique juste après qui définit les objectifs de la journée. Donc pour sortir, il faut s'équiper avec un sous-pantalon, la laine mérinos, les chaussettes épaisses, le pantalon, la polaire, la combinaison anti-froid, les sous-gants, la cagoule, le masque, les surgants, les bottes, la capuche, tout ça pour un total de 12 kg. Et là, on peut sortir dehors. Au niveau température, quand je dis par exemple là qu'il fait maintenant moins 40 degrés, ça paraît impressionnant, mais en fait c'est un froid qui est extrêmement sec, donc on le ressent moins. Et tant qu'on a les protections comme les gants, la combinaison, ou le casque ou la cagoule, c'est bon, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, on le ressent pas trop. Par contre le masque c'est hyper important, faut pas rester trop longtemps les yeux ouverts comme je le fais maintenant, sinon avec toute la réflexion du soleil sur la neige, ça vous renvoie toute la lumière et ça vous aveugle en très peu de temps, ça fait très très mal. Non, le pire ici en fait c'est le vent, parce que dès qu'il y a un tout petit peu de vent, le ressenti baisse et en fait j'ai déjà eu des ressentis ici à moins 500 degrés et là ça ne pardonne pas. Il faut jamais avoir un petit bout de peau qui dépasse, sinon il gèle instantanément. Alors une astuce qu'on m'a appris ici qui pourra vous servir, c'est que quand on a froid aux mains, il ne faut jamais souffler dessus, ça va apporter de l'humidité qui va littéralement geler vos doigts. À la place, il faut plutôt placer la main sous les aisselles et vous tenir chaud. Sinon, une autre astuce que je connaissais qui vient de Finlande, c'est de faire une rotation avec ses bras et les agiter tout autour de soi pour qu'en fait, par force centrifuge, le sang chaud revienne vers les extrémités. Et après cette matinée, on se retrouve tous ensemble dans le réfectoire pour manger le repas du midi. Et ce sont des plats préparés par le chef cuisinier en fonction de ce qu'il y avait en réserve dans les frigos. Et voilà pourquoi on ne mange pas dehors. Ce sont des pâtes que je viens de ramener à l'instant de la cantine. Je les ai restées 2 minutes dehors. Et ben voilà, ça va être des pâtes surgelées. Et c'est complètement gelé. Pouh. Bon, je suis quand même relativement étonné que les caméras marchent assez bien. On peut pas non plus trop les laisser dans le froid. En fait, ce que je fais, c'est que je prends la batterie, que je la mets sous le pull pour la réchauffer. Comme ça, elle perd pas trop de charge. Par contre, ce qui est vraiment pénible, c'est qu'à chaque fois que je veux faire les réglages, ben, je suis obligé d'enlever les gants, pour faire mes trucs là-dedans. Et ça, par contre, touche la peau sur du métal froid, ça fait vraiment, ça pique. Et ça, c'est pénible. Ok, donc j'ai ramené mon petit drone DJI Mavic Pro 1.
J'ai aucune idée s'il va réussir à voler avec le froid, avec le vent, avec l'altitude. On est à 4 mètres d'altitude équivalent. Donc j'ai aucune idée s'il va réussir à décoller. On va voir ça dans un instant. C'est parti. Non, je déconne, sans avec ça je vois rien en fait. I am ready to fly. Bon, ben je pense que je vais arrêter là pour le drone aujourd'hui. Là je suis en train de le reposer tant que je le maîtrise encore. Et en fait je pense que c'est peut-être dû à un moteur qui a gelé. Et on va mettre la GoPro sur le télescope de Jamel qui va le commander pour qu'il fasse un tour complet sur lui-même en suivant le soleil. Ok, donc la première version n'a pas fonctionné. La GoPro a tenu environ 4 heures, puis après elle s'est éteinte à cause du froid je pense, malgré l'alimentation par secteur. Donc j'ai modifié légèrement la petite boîte. J'ai mis à la place devant une petite vitre en plexiglas et j'ai rajouté un peu plus d'isolation. Je vais aussi rajouter une chaufferette chimique que je mettrai à l'intérieur. En fait c'est une réaction isothermique, c'est-à-dire qu'il produit de la chaleur. Donc en espérant qu'avec la boîte isolée, ça va conserver la chaleur pendant 24 heures. Et c'est reparti pour 24 heures d'enregistrement. Voilà, c'est bientôt Noël, donc ils ont planté un sapin de Noël juste devant l'entrée. Le problème, c'est en fait, c'est juste un faux. Parce que dû au traité de l'Antarctique, on a le droit de ramener aucune espèce animale ou végétale vivante. Parce qu'en fait, si ce serait la biocontamination, comme c'est pas des espèces qui étaient déjà présentes auparavant, c'est complètement interdit d'en ramener. Donc même faire pousser une salade ou ramener des fleurs ici, c'est complètement interdit. Alors on a les dimanches et les soirées qui sont quand même libres. Par exemple, on joue avec du volley, avec nos combinaisons, nos grosses combinaisons. Donc on va dire que ça excuse un petit peu nos maladresses, mais on s'amuse bien dans l'ensemble. Et quelques-uns essayent aussi de faire un peu de course à pied sur la glace. Faut juste pas aller trop vite, sinon ça gèle vos poumons. On a même un sauna à l'extérieur, dans un des conteneurs, qu'on peut utiliser de temps en temps. Il fait chaud. Il est temps de se refroidir un peu. Allez, on sort. Il fait plus 80 dans le sauna, dehors il fait moins 30, ça va rafraîchir. Ouh. Ça refroidit. Non, ça y est, mes poils commencent à geler. On va rentrer. Oh, je fume. Ça fait un peu mal là. Je crois que j'ai eu un coup de froid. Et après le dîner, c'est la vaisselle en équipe, à tour de rôle. Puis c'est une soirée détente, en lisant des BD, en faisant des casse-têtes, des jeux de société ou des parties de baby-foot. C'est un peu comme la vie d'avant, sans l'omniprésence d'internet. Et parfois, à la place, on regarde des films stockés sur des disques durs. Et j'ai même passé mon film des Pyrénées, où j'ai rénové une cabane bénévolement et tout à la main. Et moi qui croyais avoir eu froid là-bas, ils ont bien rigolé. On travaille du lundi au samedi soir, donc on a seulement le dimanche pour se reposer. Et seulement une fois par mois, on en profite un max et on fait la fête. Et c'est la seule boîte de nuit d'Antarctique, en plein jour, par moins 50, complètement décalée. Parfois le soir quand on rentre de la base, on entend le sol se fissurer. Ce sont des grandes craquelures qui font vibrer la glace sous nos pieds, qui nous remontent dans le corps et qui fusent loin de nous.
Bon, là il est minuit, il est temps d'aller dormir. Le problème c'est qu'il fait encore toujours bien jour. Donc la seule solution c'est de fermer les volets. Bonne nuit. Voilà, on a vu les conditions de vie en Antarctique, et dans la deuxième vidéo on va voir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui viennent dans cet endroit de fou pour y travailler. Quelles sont les dernières découvertes scientifiques, quelles sont les recherches et qu'est-ce qu'on y découvre. Et après un mois sur place, il est temps pour moi de rentrer en France. Mais je dois d'abord préciser que le dernier trajet en avion a été périlleux, car une tempête s'est levée pendant l'atterrissage. Bousculés par les vents latéraux, les pilotes ont enfin réussi à toucher le sol. La goutte de sueur au front. Parce que malheureusement, des crashs, ça existe. Quand j'étais sur place, on a eu la triste nouvelle d'un avion chilien qui s'est écrasé pendant le trajet, faisant 38 victimes. Et pour la suite du voyage, je prendrai le bateau, qui lui est pris dans les glaces de la côte. Un moyen qui me paraît un peu plus sûr. 10 jours de traversée, en commençant par la banquise. L'attente est longue, car on pense à nos amis et nos familles qu'on reverra bientôt. On relativise notre impatience en sachant que certains ne reverront pas leurs proches avant très longtemps. Les hivernants sont laissés sur le continent, livrés à eux-mêmes. On ne les reverra que dans 9 mois.